Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jigen sans tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun. Des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Sur Jigen sans tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si lire m'a sauvée, écrire m'a aidé à résister. Une fois mes souvenirs du viol revenus et ma boulimie d'écrire enclenchée, j'ai passé des heures sur mon ordinateur, des journées sur mes multiples cahiers, des nuits à tout vous écrire. Assia Bachili. Flashback, cauchemar, sensation d'étouffement. Il faut parfois des années après une agression sexuelle avant que l'amnésie traumatique se lève et que les victimes prennent réellement conscience de ce qui leur est arrivé. Une situation courante qui touche 40% des victimes de violences sexuelles dans leur enfance, selon Muriel Salmona, psychiatre spécialiste de la mémoire traumatique. Cela a été le cas aujourd'hui de mon invitée, Assia Bachili, dont la vie a été confisquée un après-midi de printemps alors qu'elle n'avait que 7 ans. C'est à ce moment-là en fait que mon violeur est arrivé. Il m'a demandé de le suivre dans une sorte de local poubelle, en fait, là où on jette toutes les ordures. Aujourd'hui âgée de 30 ans, cette infirmière de profession est déjà l'auteure de 8 livres. Passionnée de littérature, c'est en partie grâce à l'écriture qu'elle a pu guérir et mettre des mots sur des mots. Survivante peut-être, mais surtout bien vivante, c'est libre et heureuse qu'elle vient aujourd'hui nous livrer à cœur ouvert son parcours de l'enfer à la lumière. Bonsoir Assia. Bonsoir Aïcha. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. On va parler d'un sujet douloureux aujourd'hui. Pourquoi tu as accepté de venir témoigner à mon micro de ce qui t'est arrivé lorsque tu étais enfant ? J'ai accepté parce que pour moi c'est absolument essentiel de libérer les paroles au sujet des violences sexuelles. Et ce dont je me suis rendu compte depuis que j'ai raconté mon histoire de façon publique, c'est que je suis loin d'être la seule et je reçois pléthore de témoignages de femmes qui me racontent qu'elles ont elles aussi subi des violences sexuelles, que ce soit lorsqu'elles étaient enfants ou à l'âge adulte. Et beaucoup sont toujours en souffrance. Et pour moi, il y a vraiment une nécessité globale, sociétale à prendre en charge ces violences-là. Et c'est pour ça, du coup, que je suis là pour à la fois raconter mon histoire, mais vraiment dans le but d'éveiller les consciences et que ce sujet ne soit plus du tout tabou. Alors, tu as décidé d'écrire, de beaucoup écrire. On verra ensemble ce que cela a changé pour toi. Mais j'ai une première question. Si par magie, tu avais eu la possibilité, toi adulte, de souffler quelque chose à l'oreille de ton toi enfant, toi qui connais la suite de son histoire, qu'est-ce que tu lui aurais dit ? Je lui aurais dit... j'aurais dit à la Assia... En fait, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je continue beaucoup d'écrire et j'écris beaucoup pour moi-même. Et dans un de mes cahiers, j'écris souvent à la Assia du passé. D'accord. Comme pour lui transmettre des choses. Et ce que je dirais à la Assia du passé, c'est que d'une part, ce qui lui est arrivé, c'est clairement pas de sa faute. Elle ne pouvait rien faire pour empêcher cela. Je lui dirais que je l'aime très fort, qu'elle est très courageuse, qu'elle est aussi très très forte et que même si ce qu'elle a vécu c'est extrêmement dur, il y a de très 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 belles choses qui l'attendent et donc je lui souhaiterais de garder force et courage pour les belles années et les belles aventures qui s'annoncent. Alors pour comprendre un tout petit peu la femme que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de cette petite fille que tu étais ? Oui. Alors, quand j'étais petite, alors déjà,
Donc moi, je suis la troisième, enfin, on est 6 enfants. D'accord. Et je suis la troisième de la fratrie, la deuxième fille. D'accord. Et donc déjà, naître dans une famille où on est en troisième position, en sachant qu'on avait tous des âges rapprochés, Ouais. ça a été compliqué de réussir à m'affirmer. J'ai un Ok. grand frère et une grande sœur, et je suis suivie ensuite par une sœur, pardon, un frère et en dernier ma petite sœur. D'accord. Donc déjà, trouver ma place dans la famille, c'était compliqué de m'affirmer. Et aussi longtemps que je me souvienne, je me vois vraiment comme une petite fille très, 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 très réservée. Très tôt, je me suis plongée dans les livres. Et après coup, je me suis dit que je me suis plongée dans la lecture pour créer une sorte de nouvelle réalité qui me permettrait de supporter le viol. Mais je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas, les livres ont longtemps été un refuge, et parce que tout simplement, je pouvais voyager, je pouvais rêver à un autre quotidien qui était le mien. Et donc voilà, j'étais très, très rêveuse, très réservée. Enfin, vraiment, Ouais. j'ai nourri mon intériorité assez tôt. Et voilà, j'étais plutôt quelqu'un de... Enfin, j'avais déjà un sérieux, comme me disait souvent à l'école, mais à côté de ça, c'était assez réservé, assez calme. Tu te souviens du premier livre que tu as lu Alors, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, je me souviens d'un livre que j'avais lu, je crois que c'était dans ma tête, j'ai l'impression que c'était un CM1, donc c'était pas le premier. D'accord. Il y en a deux qui m'ont marqué. Le premier, c'était l'histoire d'Helen Keller, Ah ouais, une jeune femme sourde, aveugle et muette. Et plus ou moins en même temps, j'avais lu un livre, c'était un garçon qui avait été enfermé dans un centre commercial, il me semble, ou un supermarché, je ne sais plus. D'accord. Donc il était parti au rayon livre pour lire les livres, et j'avais trouvé ça... Enfin, je voulais être à sa place, en fait. Pour moi, c'était mon rêve d'être enfermée j'imagine. en rayon librairie d'un magasin toute chunie avec des livres. Du coup, tu as grandi quand même dans un environnement familial protecteur. C'était pas protecteur dans le D'accord. sens où c'était très indépendant. En fait, D'accord. très tôt, j'ai développé une forme d'indépendance, tout simplement parce enfin, il y a 10 ans d'écart entre mon grand frère, l'aîné, et ma dernière sœur. Et du coup, dans ces 10 ans, il y a 6 enfants, donc on est vraiment tous rapprochés. Et comme ma dernière sœur, du coup, a une trisomie 18 et que ma mère, enfin, elle a dû vraiment beaucoup s'occuper d'elle, parce que quand elle est petite, par exemple, elle mangeait avec une sonde nasogastrique, D'accord. elle avait beaucoup de problèmes respirateurs, etc. Donc, elle était totalement dépendante de ma mère. Enfin, tous les enfants sont dépendants de leur Bien mère, sûr. mais là encore plus. Ok. Et comme elle donnait toute son attention à ma sœur, forcément, elle en avait beaucoup moins pour nous. Et du coup, très tôt, j'ai développé une forme d'indépendance parce que j'avais intériorisé qu'il fallait que je me débrouille seule. Et aussi, en fait, très tôt, je faisais aussi, je considère des choses d'adultes. Par exemple, je me rappelle, à 6-7 ans, j'allais faire les courses pour la famille, etc. Et ce qui fait que ça m'a très vite responsabilisée. Et, et du coup, moi, ça a développé ce sentiment d'indépendance. Et comme mes parents n'étaient pas, comment dire, mais ils n'avaient pas forcément, c'est pas qu'ils n'avaient pas le temps, c'est qu'en tout cas, ils ne consacraient pas le temps, en tout cas, que moi j'avais besoin. Du coup, ça m'a amené à développer cette forme d'indépendance très très tôt. D'accord. Nous allons maintenant aborder ce qui t'est arrivé à l'âge de 7 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Oui. Et donc, j'ai été violée à 7 ans par un jeune du quartier où j'habitais. Il avait quel âge ? Dans ma tête, moi, j'avais l'impression qu'il avait autour de 12 ans. D'accord. Entre 12 et 15 ans, ce qui est très difficile j'ai du mal à situer son âge, parce qu'il a toujours été très petit de taille. Et donc, du coup, comme il est petit de taille, j'arrive pas j'ai jamais réussi vraiment à lui donner un âge. Mais de ce que me disait ma mère, en tout cas de ce qu'elle m'a dit à un moment donné, en parlant de lui, ce serait qu'il serait né en 87, donc il n'aurait que 3 ans de plus que moi. Ce qui fait que ça veut dire qu'il aurait eu 10 ans au moment des faits. Et moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression qu'il avait plus. D'accord. Et comment ça s'est fait ? Comme je le disais, en fait, comme j'ai été très vite indépendante, petite, j'allais jouer dehors quand je voulais. Il n'y avait pas de règles, pas de limites, etc. Et du coup, j'étais partie jouer. Moi, j'habitais un immeuble. Juste en face de mon immeuble, on appelait ça la cité Victor Hugo. Et derrière, la cité Grand Coin. Mais il y avait juste une petite rue qui nous séparait. Et du coup, il y avait une copine qui habitait là-bas, du coup, la cité Grand Coin. Et j'étais partie toquer chez elle pour lui demander si elle voulait jouer dehors.
Et elle m'avait répondu que là, elle ne pouvait pas parce que son père était au travail et qu'elle ne pourrait sortir que lorsque son père reviendrait à partir de 17h. Je me rappelle juste que c'était un après-midi, c'était un printemps, il faisait très beau. Enfin, il faisait beau. Et du coup, j'ai décidé de l'attendre en bas de chez elle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que du coup, mon violeur est arrivé. Il m'a demandé de le suivre dans une sorte un local poubelle, en fait, là où on jette toutes les ordures. Et du coup... En fait, est-ce que tu avais déjà été sensibilisée par tes parents à ne pas suivre, par exemple, des inconnus ou... Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. D'accord, ok. Et puis, c'est surtout que c'était pas l'inconnu, puisque je le connaissais visuellement. Enfin, moi, je suis d'origine malienne et d'ethnie soninké, et lui, il est mauritanien soninké. D'accord. Et du coup, dans le quartier, toutes les mères soninké se connaissaient. Oui, donc en fait, vous vous connaissez. Okay. Donc, je le connaissais de vue. Enfin, c'était pas mon pote, hein. Mais je connais son nom, son prénom, je connais sa famille, etc. Et donc, non, mes parents, pas de discours de protection, ce genre de choses. Voilà, il m'a violée dans ce câble-là. Et quand il a fini, il m'a dit d'en parler à personne. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis partie... je ne suis pas rentrée directement chez moi. Je suis allée, du coup, là, à Victor Hugo, où il y avait mon immeuble. Que j'ai vu d'autres enfants, du coup, j'ai joué avec eux. Et quelques temps après, je sais pas, peut-être 1 heure après, il est revenu, du coup, à Victor Hugo. Alors qu'habituellement, il ne traînait pas du tout là. Il traînait vraiment que à 30 coins. Et du coup, il m'a demandé de le suivre, pareil, là, dans un local poubelle d'un autre immeuble. De nouveau, il voulait me violer. Et du coup, je lui ai fait croire que c'était pas possible, que j'avais envie de faire pipi, etc. Et donc là, il me dit de faire pipi là sur place. Donc je lui ai dit que non, que j'arrivais pas et que moi, il n'y avait que sur le toilette que j'arrivais à faire pipi. Du coup, je suis rentrée chez moi et quand je suis rentrée, je suis allée directement aux toilettes comme si c'était vrai ce que je lui avais dit, alors que c'était absolument faux. Moi, je pensais être tranquille. Sauf que le mec, il a tellement de culot. Il a débarqué chez moi, genre juste après. Donc, du coup, j'ai ouvert la porte, je le vois. Et j'ai vite refermé la porte. Et en fait, il était là, genre en mode menaçant, en mode sors tout de suite, sinon je te défonce la prochaine fois. Et du coup, j'ai refermé la porte. Après, je suis allée dans le salon, il y avait mes parents qui regardaient la télé. Et ils continuaient de toquer à la porte. Et moi, je faisais comme si je n'avais pas entendu. Et au bout d'un moment, je crois que mon père avait entendu qu'on toquait à la porte. Il est parti ouvrir. Et là, du coup, il tombe sur ce jeune homme. Et là, comme il était face à mon père, il a fait semblant qu'il venait chercher mon frère pour sortir. Et mon père lui dit que mon frère n'était pas là. Et après, il est parti. Et voilà. Et tu le croisais après quand t'as... Ouais, alors en fait, il y a une période quand j'étais ado où il n'était plus là. Parce qu'à un moment donné, son grand frère et lui, ils ont été envoyés dans leur pays d'origine. Parce qu'ado, ils faisaient vraiment beaucoup de bêtises. D'accord, ok. Ils étaient connus un peu dans la... Voilà, ils se faisaient souvent arrêter par la police et tout. Et donc, leur père les a envoyés tous les deux en Mauritanie. Ils sont revenus quelques années après. Et du coup, comme ils sont revenus et que moi, j'habitais toujours à Vilteneuse, je continuais de le croiser. Et puis, là, mes parents sont encore à Vilteneuse, ce qui fait que parfois, quand j'allais là-bas, aujourd'hui encore, des fois, je continue de le croiser. Moi, là, comme je vais beaucoup moins chez mes parents, je le vois moins. C'est arrivé, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu... T'as gardé ça en toi, en fait? Parce que t'avais que 7 ans, tu pouvais te dire... Et est-ce qu'à ce moment-là, t'avais déjà pris conscience que c'était un viol, je pense? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne savais pas ce que c'était. D'une certaine manière, il y avait quelque chose dans moi qui savait que ce n'était pas quelque chose de bien. Sauf que j'avais conscience que ce n'était pas quelque chose de bien. Dans ma tête, je me disais que j'étais aussi responsable, tu vois. Je ne voyais pas... Et je pense que le jour même, c'est ça qui a fait que je ne l'ai pas dit. Parce que j'avais l'impression que c'était moi aussi qui avait fait quelque chose de mal. Et après, comme j'ai eu mon amnésie traumatique dès le lendemain, forcément, ça m'a réduite au silence. Et quand c'est rendu, après, c'était très, très, très compliqué... d'en parler de manière générale, parce que d'abord j'en ai parlé avec des amis, mais c'était pas... ça a été dur de l'aborder. Parce qu'en fait, pendant 12 ans, tu as vraiment occulté cette partie de ton histoire, mais ça, tu l'expliques comment? Alors, au début, c'est inexplicable. Franchement, moi, quand mes souvenirs sont revenus, en fait, je regardais un film sur France 2. D'accord. Et c'était pendant les grandes vacances, machin. Et il y avait à la fin... En gros, c'était un film qui montrait des ados, comment les ados passaient leurs vacances et tout. Et à la fin, t'as une scène de viol. Et c'est en voyant cette scène-là que, en fait, mon amnésie s'est levée genre d'un seul coup. Et c'est très violent, en fait, quand ça arrive, parce que... c'est comme si une seconde avant... il n'y a rien dans ton corps, dans tes souvenirs qui te dit que tu as été violée. Et la seconde d'après, tu sais, cette vérité, elle apparaît comme ça, brutalement, dans ta tête. Et ce qui est violent, en fait, c'est que quand les souvenirs reviennent, tu revis le viol, en fait. Tu le revis dans les sensations, etc. Donc, c'est hyper violent. Tu ressens les émotions, c'est ça. Tu ressens tout.
tout comme si de nouveau j'étais violée. Et en fait, sur le coup, je l'explique pas. Et après, du coup, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et ce que j'ai compris, c'est que, d'une certaine manière, au moment du viol, c'est tellement choquant, tellement traumatisant, que le cerveau, à un moment donné, il disjoncte. Parce que sinon, en fait, on est face à une situation de stress qui est tellement grande que si cette disjonction n'a pas lieu, en fait, on risque un arrêt cardiaque et on risque de mourir. Et donc, du coup, notre cerveau, pour nous protéger, il va disjoncter. Donc, à ce moment-là, il va couper la communication entre notre corps et nos émotions. Et du coup, ce qui va aussi engendrer une anesthésie émotionnelle que j'avais également. Et c'est pareil pour les souvenirs, ce qui fait que quand l'amnésie traumatique se lève, c'est comme si le fait que ces sensations avaient été emprisonnées à un moment donné parce que c'était compliqué à gérer, et là, de nouveau, ils étaient déchargés et débrouillés avec ça, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Et du coup, est-ce que à ce moment-là, tu décides d'en parler à quelqu'un? Alors, j'en parle pas, je l'écris. En fait, les gens même, je reçois ça, c'est hyper violent et clairement, j'ai envie de me suicider. Et du coup, ce que je fais, j'avais envoyé comme des équivalents de lettres de suicide à 3 de mes potes via Skyblog. Je voulais pas faire ça par message, parce que par message, ils peuvent réagir tout de suite. Il y avait un truc inconscient, enfin, tu sais, c'est comme si dans ma tête, je voulais absolument mourir. Et du coup, le fait de l'envoyer par Skyblog, ils vont pas le recevoir tout de suite. Et du coup, j'étais en passer à l'acte. Et à côté de ça, je pouvais pas passer à l'acte parce que d'une part, je savais pas comment faire. T'avais 19 ans, c'est ça? Ouais, j'allais avoir 19 ans bientôt. Okay. Et je savais pas... Parce que ces amis-là, une fois qu'ils ont lu ma lettre, ils m'ont contacté, machin. Au début, j'ai eu du mal à leur dire. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par leur dire voilà, j'étais violée quand j'étais petite, là, ça vient de me revenir, les souvenirs viennent de me revenir, etc. Et puis, je leur ai dit ça. Et après, je leur ai dit je ne veux surtout pas qu'on en parle. D'accord. Et c'est très bizarre parce que autant j'avais... Enfin, tu sais, je me sentais genre vraiment étouffée et avec ce besoin urgent de parler, de lâcher. Et en même temps, j'avais cette crainte immense qu'en disant ça, j'avais tellement peur que le regard des autres change sur moi que je leur ai dit, je vous le dis à titre informatif parce que pour que vous puissiez comprendre, mais à côté de ça, vous restez comme vous étiez avant. En fait, je vais absolument... je vais pas avoir une once de changement dans votre regard, etc. Ouais, c'est vraiment... Et du coup, t'as trouvé où de l'aide? Ça a été très très long parce que avant de trouver de l'aide, j'ai beaucoup été dans le déni. Je m'en suis... En gros, mon amnésie se lève, je vais avoir 19 ans. 2019, à 23 ans, je suis dans un déni total. Enfin, je suis dans un faux déni, dans le sens où vraiment j'essaie de me convaincre et de me dire non, ce viol ne m'a pas impacté, ça ne m'a pas détruit, ça m'a rien fait. Et parce que j'avais vraiment l'impression, dans ma tête, je ne voulais pas lui donner ce pouvoir-là. Je ne voulais pas lui dire qu'à un moment donné, tu as eu le pouvoir de me détruire et tout. Je ne voulais tellement pas ça. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans le déni, comme si ça me faisait rien, avec le recul, maintenant, quand j'y pense. À côté de ça, dans ma tête, d'essayer de me dire que ça ne m'a rien fait, mais en même temps, je ressentais vraiment une grande souffrance. Je ne sais pas si je la liais à ce moment-là au viol, mais je voyais que de temps en temps, j'allais à une personne, j'allais le raconter comme ça. Et du coup, il y a ce truc paradoxal où, d'une certaine manière, j'essaie de me battre contre mes souvenirs. De l'autre, j'ai aussi envie de les dire aux gens. Et puis en même temps, j'ai pas envie de leur dire... voilà, j'étais dans une forme de gros déni. Et puis après, à partir de 2013, là, je me suis rendu compte que vraiment, en fait, ça m'avait impacté. Je ne pouvais plus mentir à moi-même. Et là, j'ai décidé pour la première fois d'aller voir un psychologue pour traiter tout ça. Ça t'a aidé ou pas tout de suite. Ce que j'ai appris à la force de mes expériences, parce qu'en fait, le premier psychologue que j'ai vu, c'était dans un CMP. C'était dans un CMP. Et en fait, c'était un parcours du combien de temps. Avant de voir un psychologue, il fallait d'abord voir 2 infirmières. Et ensuite, quelques mois plus tard, il fallait voir un psychiatre. Et quelques mois après, il fallait voir un psychologue. Finalement, je finis par avoir d'abord le psychiatre, ensuite le psychologue. Et je le raconte. Déjà, en fait, il y avait un truc qui me stressait de ouf. C'est que quand on avait rendez-vous, elle me prenait systématiquement avec 30 et 45 minutes de retard. Et ça me rendait folle. Déjà que c'était... à ce moment-là, je le ressentais vraiment comme un effort de venir. Ça me rendait folle, en fait, de voir tout ça là. Et surtout que moi, à ce moment-là, j'avais recommencé d'autres études. Du coup, le moment où je venais en consultation, juste après, j'enchaînais avec les cours. Donc, si elle était trop en retard, ça allait être compliqué. Et moi, dans ma tête, je me dis, OK, pendant la consultation, il faut que j'accélère. Et donc, pour ne pas être en retard en cours. Donc, finalement, je tirais tous les bénéfices que je pouvais avoir. Et donc, elle, je ne suis pas restée très longtemps dans l'équipe, elle.
Surtout qu'en fait, finalement, pendant la thérapie, elle me parlait beaucoup. Enfin, moi, je suis venue, je leur ai dit voilà, j'ai été violée, je veux qu'on parle du viol, qu'on traite le viol. Parce que du coup, comme j'avais beaucoup lu, j'avais conscience que j'étais anesthésiée émotionnellement, enfin, la dissociation traumatique, tout ça, ça me parlait. Et moi, je voulais juste réussir à débloquer mes émotions pour être vivante. Et du coup, enfin, elle me parlait plutôt de ma famille, alors que c'était pas mal de monde. Et du coup, ça m'avait énormément Tu parlais de quoi, tu me dis? de ma famille. D'accord, ok. De mes relations familiales, alors que pour moi, c'était pas... Enfin, je suis pas venue pour ça, et donc du coup, c'est comme ça, on répondait pas à ma demande. Donc très vite, j'ai dit au psychiatre que moi, je voulais pas continuer. À ce moment-là, il m'a parlé d'une méthode un peu miracle qui est le MDR. Et en gros, c'est une méthode thérapeutique avec les mouvements oculaires qui permet en fait de décharger toute la charge émotionnelle des souvenirs traumatiques. Et enfin, il me l'a vendu vraiment comme quelque chose de miraculeux qui, en quelques séances, lève les émotions. Donc pour moi, j'ai dit, je signe, du moins où Bien sûr. j'y vais, à quelle heure. Et donc il m'a très vite pris un rendez-vous à Saint-Denis, au CMP Villers-Évrard. Donc j'ai été quelques temps après. Et là, j'ai été de nouveau déçue parce que la psychiatre qui faisait ça, donc la première séance, on fait connaissance. Assez vite, elle me demande pourquoi je n'ai pas porté plainte contre mon violeur, donc je lui explique. Déjà qu'il y a très peu de personnes qui lorsqu'elles portent une plainte, il y a une condamnation. Donc, émotionnellement, moi, j'ai pas envie de passer par ça et pour rien du tout. Et à côté de ça, je lui explique que le violeur, sa famille connaît la mienne. Et moi, je sais pas, ça va être quoi l'impact si je dis ça, je sais pas quel impact ça va avoir sur nos familles. Donc, j'ai pas du tout envie de porter plainte et tout. Et moi, je pars du principe, je te l'ai dit une fois. Tu comprends pas, c'est pas... Enfin, t'es pas là pour comprendre ou pas comprendre, tu m'as posé une question, je t'ai répondu et il fait une histoire. Mais à toutes les séances, systématiques, comment ne portez pas plainte, comme si c'était une injonction, en fait, de devoir porter plainte, et que si je porte pas une plainte, c'est comme si j'étais pas une vraie victime, ou une fausse victime, etc. Et ça m'avait beaucoup énervée. Du coup, j'avais arrêté. Et après, j'avais fait une pause thérapeutique parce que très déçue par tout ça. De temps en temps, je faisais peut-être quelques séances d'hypnose parce que je me suis dit EMDR, hypnose, c'est peut-être quelque chose d'assez proche et peut-être que ça pourrait m'aider. Ça n'a pas forcément été le cas. Et après, repartir en thérapie, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Donc, je fais une pause jusqu'à 2014 à 2016. Et fin 2016, là, de nouveau, je vais repartir dans un processus. Et du coup, j'ai cherché comme ça au hasard sur Internet un psychologue victimologue. Je ne sais pas du tout comment le mot victimologie est arrivé dans mon cerveau, mais il est arrivé. Et donc, du coup, je suis tombée sur une sorte d'annuaire avec plusieurs professionnels spécialisés. Et là, du coup, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma psychologue. Et dès le premier contact, ça s'est très bien passé. Elles m'ont ensuite suivi pendant 2 ans et demi. Et clairement, en fait, elle m'a aidé à revenir à la vie, en fait. Elle était bienveillante, elle était... Ouais, c'est elle qui m'a aidé à dépasser le traumatisme. D'accord. Du coup, on va parler de l'écriture. Comme tu le dis si bien, avoir été violée a volé tes mots à 7 ans. C'est toi qui le dis, hein. Oui. Mais paradoxalement, lors de la levée de ton amnésie traumatique à 19 ans, tu as délié ta plume avec une envie urgente d'écrire. Comme si le geste, l'acte d'écrire te réconciliait avec ces mots dont tu avais été privée. Ce vocabulaire qui ne t'appartenait plus car l'innombrable réduit au silence et emporte avec lui toutes ces choses qu'on ne sait plus dire. Tu as choisi d'écrire sous le pseudo de Tisha Ivana. Explique-nous pourquoi. C'est marrant d'entendre en fait ces propres mots de la bouche de quelqu'un et tu sais, une résonance, tu dis ok, ça me parle ces mots-là. Et c'est trop bizarre. Alors, Tisha Ivana, en fait, très tôt, moi j'ai commencé à écrire. Donc quand j'étais adolescente, j'écrivais beaucoup de poèmes. Parce que, ce que je ne dis pas, mais mon rêve caché, c'était d'être chanteuse. Et j'avais un vrai projet derrière. C'est parce qu'elle m'a entendu à l'air, c'est pour ça qu'elle rigole. En fait, mon grand projet, moi, depuis toujours, je suis une révolutionnaire. Je veux révolutionner le monde. Et je me suis dit, en fait, quand tu es chanteuse, tu touches un public vaste. Et en fait, avec tes mots, tu peux faire changer énormément les mentalités, etc. Donc, voilà pourquoi je voulais être chanteuse. Il me manquait le talent. Donc, du coup, à défaut de tout mettre dans la voix, j'ai tout mis sur la texte et je me suis dit, peut-être je serais parolière. Finalement, ça s'est pas fait, mais j'ai écrit beaucoup de poésie. Et comme j'ai vécu d'autres types de violences à l'adolescence, etc., en fait, très vite, c'est devenu un refuge, l'écriture, parce que ce que j'arrivais pas à dire, en tout cas, ce que je pouvais
parce que je voulais dire, mais je n'avais pas forcément d'auditoire. Bah, je disais tout à travers l'écriture. Et enfin, voilà, ça m'a vraiment accompagnée jusqu'à ce que j'écrive mon premier roman dès que je suis sortie du lycée. Il y en a 8 ans, quand même. Et c'est ça. Et en fait, très tôt, j'ai commencé à écrire Enfin, mon premier roman, je l'avais un peu écrit vraiment sur un coup de tête, un peu comme un pari. Et très vite, le sujet du viol, enfin, dès mon deuxième livre, c'est apparu. Et parce que c'était juste quelques temps après le lever de mon amnésie traumatique. Sauf qu'à ce moment-là, j'écrivais, mais je me rends compte que c'était pas forcément quelque chose de conscient. Je me disais pas... je sais pas quel projet j'avais en mettant le viol dans mes textes, mais je pense que ce que je voulais faire surtout, je savais... je vivais un truc sur lequel j'arrivais pas à mettre des mots. J'arrivais pas à le dire aux gens, et en même temps, c'était très compliqué à vivre. Et du coup, cette situation-là, j'avais besoin de la mettre en mots, de la raconter, et de permettre à des gens de savoir qu'il y a des personnes qui sont violées sur Terre, et voilà les impacts que ça a. Et je me rendais compte aussi qu'à ce là c'est une période où j'étais aussi... je me suis beaucoup refermée à ce moment-là, et c'était peut-être aussi une manière de me justifier d'une certaine façon, tu vois. De dire, en fait, je suis pas bizarre, je suis juste traumatisée. Je pense qu'il y avait un peu d'appel au secours ou d'alerte à travers tous mes romans. Mais in fine, en tout cas, voilà, j'avais vraiment besoin de mettre le viol au sujet de ces intrigues, même si je ne le racontais jamais de la même manière. Pour dire... ouvrez les yeux sur ce qui se passe et ouvrez les yeux. Et du coup, l'écriture, ça a été une thérapie pour toi ou pas Ouais, totalement. Totalement. C'était une thérapie, et en même temps, l'écriture seule n'a pas réussi à me sauver, dans le sens où vraiment, ça m'a beaucoup aidé le fait de raconter ces histoires, parce qu'à un moment donné, je suis tellement prise par... autant j'étais anesthésiée émotionnellement, dans le sens où j'arrivais pas j'arrivais pas à pleurer, j'arrivais pas à être en colère, etc. Tout ça, c'était bloqué. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait toute cette boule d'énergie, d'émotion qui était à l'intérieur de mon corps, qui voulait sortir. Donc, je sentais cette énergie à l'intérieur de moi qui demandait qu'à sortir, sauf que je savais pas comment le faire. Et dans ma tête, vu que à ce moment-là, j'étais beaucoup dans l'intellectualisation de ce que j'avais vécu, je comprenais tout ce que je comprenais les termes, les psychotraumatismes, etc. Et dans ma tête, je me disais, ok, maintenant je l'ai compris, c'est bon, je suis prête à l'affronter, donc maintenant les émotions sortaient. Ouais, ça avait du mal à venir et tout, c'est ça? Ça venait pas du tout, en fait. Et après coup, je me suis... sur le moment, en fait, c'est frustrant parce que j'ai conscience d'être dans cette situation où je suis privée de mes émotions et j'ai envie de sortir de cette situation. Et donc, du coup, je me mets moi-même en me disant, c'est bon, là, je suis prête, etc. Mais en fait, du coup, ça me fait quand même des années avant de pouvoir sortir. Et en fait, quand c'est sorti, avec le recul, je me dis clairement au moment où je voulais que ça sorte, mais j'étais pas prête. Si c'était sorti à ce moment-là, j'aurais été fracassée et je sais même pas comment j'aurais pu faire face. Et donc, du coup, l'écriture, ça m'a permis en tout cas de mettre, d'une certaine manière, de mettre à distance tout ça et aussi, à défaut de comprendre, mais en tout cas de raconter tout ce qui se passait dans mon corps. D'accord. Et du coup, en fait, t'as réussi à mettre de la distance avec tes écrits ou pas Ouais. D'accord. Déjà, le pseudonyme, ça a aidé. Parce que, ne pas utiliser En fait, c'est très paradoxal. Parce que j'utilisais un pseudonyme, mais à côté de ça, sur mon livre, à la fin, il y avait ma photo. Ce qu'il faut qu'on savait que c'était moi qui les avais écrits. Mais d'une certaine manière, j'étais visible et cachée en même temps. D'accord. C'est un truc que je comprends toujours pas aujourd'hui, mais un jour, ça va venir. Et le fait avant d'écrire mon livre, Réapprendre à vivre, où là, je parle vraiment à cœur ouvert, déjà avec le nom assez bâti. Et où là, c'est le premier livre où tu écris avec... Ouais, avec son nom vraiment. Et où là, je raconte vraiment à cœur ouvert, c'est mon histoire. Le fait de raconter mon histoire à travers des personnages, il y a une mise à distance qui est faite. Et en même temps, si les gens critiquent cette histoire ou ce personnage, etc., je me dis, c'est pas moi qui le critique. C'est le personnage. Et donc, du coup, c'est le personnage. Et donc, du coup, ça fait moins mal. En fait, je me protège un peu. D'accord, ok. Et ta famille, ils ont... Parce que là, jusqu'à présent, ta famille, ils sont au courant ou pas? En 2016, 2017, non? Ouais, ils étaient toujours pas au courant à ce moment-là. D'accord. Et là, ils sont... Aujourd'hui, ils le sont, notamment mes frères et sœurs, pas mes parents. Tes parents sont pas au courant? Non. Mais ils te voient, prendre la parole en public et tout, non? L'avantage, c'est que... ma mère ne comprend pas très mal le français. D'accord, ok. Si elle voit toutes mes vidéos, elle va pas saisit pas forcément tout ce que tu... Ouais. Mon père, il comprend un peu plus le français, sauf qu'il ne me suit pas forcément sur les réseaux. D'accord, ok.
ils le voient pas. Et mes frères et sœurs, je leur ai dit... En fait, à un moment donné, pendant que j'étais en thérapie avec ma psychologue, il y a un moment donné, on a fait une pause dans la thérapie. Et du coup, là, je voyais personne. Et en fait, pendant cette pause-là, c'était une période hyper compliquée parce que justement, cette boule d'énergie, d'émotion, elle remontait en fait encore un peu plus et genre presque elle m'asphyxiait. Et j'avais trop besoin d'en parler à quelqu'un. Enfin, elle, je savais qu'elle n'était pas disponible, mais au bout d'un moment, enfin, je voulais chercher des groupes de parole, etc. Je voulais absolument parler. Et je ne savais pas à qui en parler. Parce que du coup, j'avais, entre-temps, enfin, il y a plusieurs de mes amis qui étaient déjà au courant. Et ce que je voyais dans leur regard, c'était vraiment de la gêne quand j'abordais ce sujet-là. Et moi, ça me gênait de voir de la gêne. Donc, du coup, après, j'abordais plus le sujet. Là, j'avais cette envie d'en parler, cette urgence d'en parler. Je ne savais pas à qui en parler. Et les groupes de parole, ça allait prendre beaucoup trop de temps, etc. Et ce truc qui m'asphyxiait, je voulais vraiment m'en débarrasser. Et là, je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion de porter plainte. Parce que je me dis, j'ai entamé une thérapie, on a quand même pas mal avancé. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour aller mieux. Et je me dis, bah, la plainte, c'est peut-être le truc que pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai cette envie de porter plainte. Du coup, je consulte une avocate, etc. Et au moment où je la consulte, elle me dit, il y a des chances que si ça va jusqu'au procès, à un moment donné, on t'arrange au frère à ça. Donc, ça peut être bien de les mettre au courant un peu avant, histoire que ça ne va pas trop sortir, tu vois. Tout à fait, ouais, c'est clair. Donc, j'ai dit, bon, bah, ça fait une idée. Donc là, il fallait leur dire, sauf que j'ai un courage à demi-mot. Et j'ai envoyé un message à ma soeur, je me rappelle pas, c'était tôt le matin, genre à 7h du matin. Ouais, ma grande soeur, à 7h du matin, elle a dû recevoir ce message-là où, en gros, je lui ai dit, bon, voilà, j'ai été violée par un tel, parce que du coup, elle le connaît. Quand j'étais petite, etc. Là, je suis en train de faire des démarches pour porter plainte. Sauf qu'en fait, moi, avant de porter plainte, j'ai besoin de savoir si j'ai votre soutien ou pas. Donc, tout de suite, elle me dit, je te crois. Et notamment, ce qu'elle me raconte, c'est que ce mec, quand elle était plus petite, à un moment donné, genre, il a bloqué dans un bâtiment, il lui a proposé de faire une fellation. Elle a décliné, puis elle a menacé en me disant que si tu me proposes encore un truc comme ça, je te balance à mon frère et genre vous allez régler ça entre vous, quoi. Et à partir de là, il a plus jamais embêté. Donc de là, elle m'a cru tout de suite et tout. Et pourtant, enfin, avant d'avoir son... Enfin, à ce moment-là, moi, j'étais convaincue que j'allais porter plainte. Parce que la lettre que je voulais envoyer au procureur, elle était rédigée. J'attendais juste qu'elle me dise go. Et puis après, je l'imprime et je l'envoie. Donc ça, du coup, elle m'a accompagnée dans cette démarche-là. Ensuite, il a fallu... Enfin, comme je dis, j'ai un courage de demi-mot. Donc, il fallait dire à mes frères, j'ai dit à ma soeur, bon, bah, tu vas aller voir, tu leur as dit. Puis après, tu me dis comment ils ont réagi. Ouais. Et moi, je l'ai dit juste à ma petite soeur, celle qui vient juste après moi. On a 2 ans d'écart. Et ma petite soeur, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, mais je suis pas étonnée. Je lui ai dit, pourquoi, comment, à quelle heure, explique-toi. Et elle me disait que quand elle a lu mon livre, ou la 4e de couverture, je sais plus, elle s'est dit que c'était mon histoire. Mais pourtant, on n'avait jamais parlé avant ça, tu vois. Et du coup, ma soeur, elle a dit à mes frères, ils m'ont cru aussi. En fait, j'étais vraiment étonnée. Ils n'ont pas essayé de faire justice. Mon petit frère, si. Il a essayé, enfin, à un moment donné, il est parti voir le gars en question, genre, il a voulu frapper, le menacer, etc. Et du coup, ma soeur et ma grande soeur et mon grand frère l'ont retenu. Et ça, du coup, je l'avais su longtemps après. Et forcément, tu vois, le mec, il a nié. Il a nié. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que mes frères et soeurs ont appris le viol. D'accord, ok. Et du coup, la plainte, elle en est où? Classée sans suite. Enfoiré. Excuse-moi, c'est sorti tous. Parce qu'il y a prescription, c'est ça ou... Non, en fait, ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'éléments, mais pour moi, l'enquête, vraiment, elle n'était pas clé. Après, la vérité, j'avais pas d'argent à mettre chez un avocat, etc. pour relancer le truc. Mais pourquoi j'ai que l'enquête, elle n'était pas clé? En fait, la première fois que j'étais interrogée au commissariat, la policière m'avait dit, bon, bah, d'ici 3 semaines, on interroge l'accusé et on revient vers vous. Donc moi, j'ai dit, ok, les 3 semaines, elles passent, j'attends sagement, etc. Et un mois et demi après, je la rappelle et je dis, voilà, je téléphone pour savoir où en est ma plainte. Déjà, c'est compliqué de l'avoir au téléphone, à ce moment-là, elle est toujours occupée, donc elle me dira plus tard. Et au bout d'un moment, quand je finis par l'avoir une bonne fois pour toutes, elle me dit juste, l'enquête est en cours. Et 2 jours après ce coup de fil, elle appelle ma soeur et l'amie à qui j'avais dit que j'avais été violée, enfin la toute première personne avec qui j'avais dit que j'avais été violée. Elle les appelle toutes les deux, alors en disant, voilà, venez témoigner au commissariat. Donc elles viennent et quelques temps après, du coup, elles interrogent mon agresseur
Et en fait, là, je me suis dit, en fait, si j'avais pas téléphoné, et ben en fait, mon dossier serait resté parmi une longue pile et elle m'aurait jamais calculé quand il a fallu que je les appelle pour que, bizarrement, 2 jours après, elle contacte, enfin, elle interroge ma sœur et mon amie. Donc, du coup, elle les interrogeait toutes les deux. Elle interrogeait mon frère aussi. Par exemple, ma sœur, quand je lui avais envoyé par SMS tout ce qui m'était arrivé, elle a pris en photo sur le SMS que je lui avais envoyé. Et même, enfin, mon amie, tu vois, elle avait interrogé sur. Enfin, je sais pas exactement ce qu'elle lui a demandé, mais dans quelles circonstances je lui ai raconté tout ça, etc. Après coup, enfin, il y a eu tout ça. J'ai eu une confrontation avec mon agresseur. Et à la fin de la confrontation, quand elle est venue me voir pour me faire signer les papiers, elle m'a fait comprendre qu'elle me croyait. Parce que ce que je disais, tu vois, c'était, il y avait une certaine véracité. C'était cohérent avec ce que disait mon ami, tu vois. Enfin, mon ami, à ce moment-là, on était en 2017, je lui en avais parlé en 2009. Un truc qui est 8 ans après, enfin, elle aurait pas pu l'inventer, pas pu modifier si c'était faux. Et je pense que du coup, elle était convaincue que ce que je disais, c'était vrai. Mais à côté de ça, la loi française, elle est tellement mal faite qu'en gros, enfin, ils veulent des preuves pour condamner pour un viol, sauf que comment tu condamnes quelque chose qui se passe sur un non-consentement et donc sur du verbal, enfin, c'est juste pas possible. À ton avis, pourquoi les victimes ne parlent plus? Ne parlent pas, pardon. Déjà, je pense que la loi, elle est dissuasive. Dans le sens où le fait de savoir que tu vas parler et il y a peu de chances que tu puisses porter plainte et avoir justice, c'est extrêmement dissuasif. Après, je pense que on est quand même dans une société où on fait comme si le viol n'existait pas. Ou si ça existait, c'était quelque chose de très marginal, par un inconnu, un soir de pleine lune, au bord d'une route, etc. Par un personnage monstrueux et tout. Et sauf que ce qu'on oublie, c'est que les violeurs, là j'en parle vraiment au masculin, parce que dans les faits, la majorité des personnes qui viennent sont de sexe masculin, ce sont des messieurs tout le monde en fait. Moi, les témoignages de personnes que je reçois, quand c'est pas leur oncle, c'est leur cousin. Quand c'est pas le cousin, c'est le fils de la nounou. Quand c'est pas le fils de la nounou, c'est l'ex-petit copain. Enfin, ça reste toujours des personnes proches, etc. Et des personnes dont on pense, enfin, comment dire, je pense qu'on est dans peut-être une vision assez binaire où soit c'est quelqu'un de bien, soit c'est un monstre. Sauf qu'on oublie que ces personnes qui paraissent être bien, elles peuvent aussi commettre des choses monstrueuses. Et donc, à partir de là, comme il y a cette conception qui existe, une victime qui va dénoncer un viol en disant un tel m'a violé, et ben, très souvent, elle ne sera pas crue, sa parole va être mise en question, et ça ne donne pas envie de parler, en fait. C'est tellement violent. Alors, de nombreux stéréotypes liés au viol persistent toujours, et leurs conséquences sont une banalisation et une culpabilisation de la victime. Je te propose, si tu le souhaites, de déconstruire 5 stéréotypes aujourd'hui. C'est OK? OK. Alors, stéréotype numéro 1. Il existe un devoir conjugal qui oblige les membres d'un couple à avoir des relations sexuelles. Non, mais je trouve ça tellement horrible. Mais en fait, tu vois, déjà, je trouve ça horrible. Mais rien que de dire devoir conjugal. La sexualité, c'est censé être un plaisir et tu l'imposes comme étant un devoir, mais donc comme quelque chose de contraint. Rien que déjà, à partir de là, c'est une aberration. C'est à mon sens. Il n'y a pas de devoir conjugal, clairement pas. Les 2 époux d'Ahmed Constantin, et c'est pas parce qu'à un moment donné, ils ont signé un papier à la mairie que ça veut dire que. Je veux dire, avant d'avoir une relation sexuelle, ça se prépare. C'est pas, là tout de suite j'ai envie et il faut que toi aussi t'aies envie, parce que on n'est pas synchro en termes de désir. Tout comme là, je peux avoir faim, toi non. Tout à fait. Pourquoi ce serait différent pour la sexualité? Exactement. Dire. Et avant d'avoir une relation sexuelle, ça se prépare. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, il faut aussi créer du désir, créer des moments d'intimité, de tendresse, vraiment mettre en place tout ça, pour créer une envie, pour créer une ambiance, pour que le désir puisse être suscité chez l'autre. Et puis, si l'autre à ce moment-là n'a pas envie, c'est pas grave en fait. Si on a l'impression en disant t'es obligé parce que t'es mon époux ou t'es mon épouse, déjà on sort de la notion de plaisir. Donc à partir du moment où on sort de la notion de plaisir, la sexualité elle perd de son sens déjà. Et si à ce moment-là il y a juste un seul des deux conjoints qui pense à son plaisir au détriment de l'autre, pour moi c'est pas forcément une sexualité qui est épanouie. Donc non, le devoir conjugal, je sais pas qui a inventé ce truc là, mais on oublie. D'accord. On oublie. Stéréotype numéro 2, seuls les hommes commettent des viols. Non. En fait, ce qui est très compliqué, je pense, en tout cas dans les faits sociologiquement, quand il y a des faits de viol qui sont dénoncés, les agresseurs sont de sexe masculin.
Après, pour moi, ils n'ont pas l'exclusivité dans le sens où il y a aussi des femmes agresseuses. Sauf que je pense qu'on est face à un double, un triple tabou. Dans le sens où on est dans un triple tabou, tout comme lorsque les hommes sont victimes, et ben là, il y a un double tabou. Parce que du coup, des femmes qui violent, ça existe, tu vois. Et sauf que par exemple, lorsqu'elles violent un homme, déjà, tu as la culture du viol, etc., qui fait que c'est silencieux. Mais vu que l'homme, on est toujours dans un rapport de force entre les hommes et les femmes, et vu que l'homme, il est vu comme étant le sexe fort, il y a une sorte de honte qui est deux fois plus grande. Déjà que j'ai été violée par une femme, donc du coup, il va se silencier davantage. Et tu vois, c'est un peu comme les viols des hommes. On a très peu de chiffres. À l'heure actuelle, pour savoir... autant on arrive à dire qu'une fille sur 5 va être violée, et violée dans sa vie, mais on n'a pas ces chiffres-là au niveau des hommes. Et très souvent, je reçois des critiques comme ça, parce que je comprends que le fait de voir les choses dans une binarité femme victime, homme agresseur, ça a vite ses limites, et je comprends aussi la gêne que ça peut provoquer. Mais ce que je dis, c'est que le fait qu'aujourd'hui on ait des chiffres qui permettent de quantifier le nombre de femmes victimes de viol en France, c'est parce que ces femmes ont libéré la parole, ont raconté leurs histoires, etc. Après, je dis pas qu'il y a une injonction à parler, parce que je sais combien c'est difficile, mais tous les mouvements féministes vont participer à ça. Et ce que je dis, c'est que les hommes, je pense qu'ils ont aussi besoin de s'organiser entre eux, de faire lever ces tabous qui existent, et après, ça revient aussi à toutes les questions autour des masculinités, de la virilité et comment on les voit. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui participe à ce silence-là et qu'il gagnera en fait à lever le tabou par rapport aux violences sexuelles qu'ils subissent eux en tant qu'hommes, et qu'à partir de là, on puisse créer des chiffres. Et ce truc, c'est que nous, comment dire, d'une certaine manière, l'État n'est pas venu vers les victimes, et après, à partir de là, on produit des chiffres. C'est qu'en tant que femme, on s'est organisé d'abord à petite échelle, et puis après, ça a grossi, etc. Et à partir de là, on a pu avoir des chiffres. Et du coup, ça peut être intéressant. Je lance l'idée, si vous m'écoutez, messieurs, organisez-vous. Stéréotype numéro 3. La victime est au moins partiellement responsable de son agression. Jamais. Jamais. J'ai déjà un truc tout bête. Si par exemple demain, là par exemple on est dans le 93 à Bondy, si un jeune demain est tué, on va pas lui dire c'est sa faute, on va pas lui dire non mais t'as cherché. Ça se voyait qu'il avait une tête de criminel. C'est écrit sur son front, pourquoi tu l'as provoqué, etc. Ça ne viendrait jamais l'idée de dire ça à quelqu'un. Pour moi, en fait, pour le viol, c'est pareil. Et c'est pas parce que ce qui trouble, en fait, par rapport à ce sujet, c'est que les gens essaient de créer une confusion. C'est pas qu'ils essaient, parce que c'est pas quelque chose de conscient, mais en tout cas, il y a une confusion parce qu'on est autour de la sexualité. Sauf que, en fait, lorsqu'on parle de viol, d'agression sexuelle, on ne parle pas de sexualité, on parle de domination, en fait. Et donc, du coup, ce trouble-là, il n'y a plus de trouble. La sexualité, c'est une chose. Les violences sexuelles, c'est autre chose. Et donc, la victime, elle n'est jamais, jamais, jamais responsable. Tout comme une personne qui va être tuée, on ne va pas lui dire c'est ta faute, pourquoi tu étais dehors à cette heure-ci, pourquoi tu as répondu à cette personne à ce qu'elle t'a provoqué, pourquoi, quand elle a sorti son arme, tu n'as pas bougé. On ne dirait pas ça. Une personne, une fois qu'elle est morte, elle est morte. Et pour les violences sexuelles, c'est absolument pareil. D'accord. Stéréotype numéro 4. Certaines victimes accusent leur agresseur pour se venger. Venger de quoi ? En fait, je me dis, c'est tellement dur de le pas de dire à quelqu'un, quelle que soit la relation que tu as avec cette personne, j'ai été violée, c'est tellement dur parce que tu risques d'être confronté à du jugement, à de l'incompréhension, parce qu'on est toutes et tous en train de culture du viol sans le savoir. Et donc, du coup, ça veut dire que quand tu vas dire cette parole-là, la personne, elle va te remettre en question, elle va remettre en question tes choix, ta manière de vivre, etc. Et tout ça, c'est tellement violent que dire j'ai été violée, c'est tellement coûteux que si c'est pas vrai, t'as aucun intérêt à le faire. T'as vraiment, vraiment aucun intérêt à le faire. Et il y a des tonnes et des tonnes d'études qui le disent que le pourcentage de faux témoignages, il est absolument... Il est minuscule. C'est tellement dérisoire que c'est pas à prendre en compte. Donc, non, pour moi, une femme qui dit... une femme ou un homme, ou une personne qui me dit j'ai été violée, moi, je la crois. Point. Il y a absolument... pas de question. Je la crois, je t'écoute, raconte-moi ton histoire. C'est tout. Exactement. Stéréotype numéro 5. Une pénétration digitale ou orale n'est pas un viol. Eh bien, si. Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues pensant qu'un viol, c'est forcément un coït de sexe à sexe.
Alors que non, en fait, dans la loi, c'est toute pénétration, que ce soit un des orifices, est un viol. Quand on demande à quelqu'un, enfin, pas qu'on demande, quand on impose à quelqu'un une fellation, c'est un viol. Quand on met un doigt dans le sexe de quelqu'un alors qu'il n'a pas demandé, c'est un viol. Quand des personnes sont à l'hôpital anesthésiées et que des médecins s'amusent à faire un toucher rectal, c'est un viol. Quand tu vas chez un gynéco et que tu n'as absolument pas demandé leur examen endovaginal, là-bas tu mets les caméras dans ton vagin et que ça, on t'a pas expliqué et que tu n'as pas dit ok, je suis ok, bah, c'est un viol en fait. Et faut je pense qu'on a vraiment cette conception du viol qui est assez fantasmée, où tu as une bagarre entre un homme et une femme, elle se défend et au bout d'un moment elle cède parce qu'elle n'y arrive plus. C'est pas que. Enfin, ça c'est fantasmé. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il n'y aura pas de confrontation parce que quand tu as un état de sidération, à un moment donné, ton corps il te dit que pour survivre, tu fais rien. Et ça, c'est pas toi qui le contrôle, c'est que ton corps à ce moment-là, il ne bouge plus. Et d'une part, comme très souvent, on a un rapport de domination d'adultes qui vont violer des enfants, d'hommes qui vont violer des femmes, ou d'hommes qui vont violer d'autres hommes, mais comme dans la majorité des cas, c'est vraiment des adultes envers des enfants ou des hommes envers des femmes. Et dans la société aujourd'hui, on est dans ce schéma de domination. Les adultes ont une autorité, en tout cas une certaine domination par rapport aux enfants. Et pareil on est encore dans on est quand même dans cette structure-là où on a cette conception que l'homme est plus fort que la femme, ou en tout cas, il a cette, il y a une forme de domination à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ce soit du coup un viol d'un adulte vers un enfant ou d'un homme vers une femme, c'est parce qu'il y a cette logique de domination de l'autre qui est en jeu, ce qui fait que le seul unique responsable, c'est la personne qui vient en fait. Tout à fait. Alors, tu en es où dans ta reconstruction aujourd'hui? Bah franchement, aujourd'hui, Dieu merci, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. En fait, il y a eu un moment, très vite après que j'ai porté plainte, où mes émotions se sont libérées. D'un seul coup, j'ai pas compris et je me suis mise à pleurer. C'est sorti comme ça. Alors que toi, tu pleurais. Finalement, t'avais pas beaucoup pleuré avant. Avant, je pleurais pas. Et puis même, moi, quand t'es anesthésié émotionnellement, c'est pas juste les émotions du viol. C'est que toutes tes émotions sont bloquées, tu vois. C'est fait que quand tu vis des choses difficiles dans ta vie, et bah tu gardes tout à l'intérieur de toi. Tu sais, comme si genre t'encaisses. Et à un moment donné, t'as l'impression de même plus être humain, parce que tu vas pas encaisser tout comme ça. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, et ça coule, j'ai pas compris. Et heureusement, j'avais beaucoup lu vraiment sur les psychotraumatismes. Donc je savais à ce moment-là que c'était mes émotions qui revenaient. Il y a une part de moi qui était hyper contente. Je me suis dit, enfin, je vais aller mieux. Et en même temps, parce que j'ai quand même pleuré tous les jours pendant 3 mois. Au bout d'un moment, je me suis dit, là, ça suffit, quoi. J'ai vu que c'était séquestré pendant longtemps, mais là, laisse-moi tranquille. Et une fois que cette souffrance, en fait, elle est libérée, en fait, elle ouvre les portes à toutes les autres émotions. Donc aujourd'hui, je peux le dire, je me sens vraiment totalement guérie et je vais vraiment très, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Quel message tu souhaites faire passer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, je vais passer 2 messages. 2 messages, allez, vas-y. Déjà, je vais commencer par les personnes victimes de viol. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de courage et je vous envoie tout mon amour pour supporter tout ça parce que c'est vrai que c'est dur, c'est pas simple, puis c'est très injuste, donc c'est compliqué de vivre avec toutes ces émotions qui sont mélangées. Mais moi, je crois en vous et continuez de vous battre et de veiller sur votre santé parce que ça vaut le coup. Et même si c'est vraiment difficile, et puis il y a des moments où on est tellement pris par la douleur, on pense que c'est quelque chose qui va nous habiter tout le temps. Aujourd'hui, je peux vous dire que clairement, je me sens libérée et je vous souhaite d'être libérée à votre tour. Et même si le chemin de la reconstruction, il est parfois long, il est parfois épineux, il est rarement linéaire, mais vraiment, il vaut le coup. Donc, restez accrochés. Et puis, si par moment c'est difficile, vous réécoutez ma voix en boucle. À défaut de chanter, vous allez m'écouter en boucle. Tout à fait. Et à un moment donné, vous allez aller mieux ce jour-là, vous allez voir, ce sera absolument merveilleux. Et pour les autres, les personnes qui n'ont pas été victimes de viol, j'ai envie de dire vraiment, 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 la culture du viol, ça c'est... on est tous en train. On a beau avoir toujours les mêmes bonnes intentions, mais il n'y a rien de pire qu'un raciste qui s'ignore raciste et qui dit qu'il n'est pas raciste parce que finalement il est plus raciste qu'un raciste. Du coup, pour la culture du viol, c'est pareil. Vraiment, aujourd'hui, il y a 1 milliard d'outils qui permettent de la comprendre, de la déconstruire, etc.
Donc, informez-vous là-dessus. Lisez absolument le livret noir des violences sexuelles de la psychiatre Muriel Salmona. Ça va tellement vous mettre en rage que, après, vous allez être sensibilisé à la fois sur le sujet, comprendre ses impacts, ses enjeux sanitaires pour les victimes, et à quel point c'est une urgence sociétale. Et cette urgence, pour moi, on a tous et toute la responsabilité de la prendre en charge. Et par pitié, vraiment, quand une personne va vous voir et vous dit « j'ai été victime de viol, j'ai subi une agression sexuelle », jamais vous lui... La première chose que vous me dites, c'est « je te crois ». Il n'y a pas de remise en question, pas de « oui, mais en même temps, de comportement ». Non, ça on oublie. Vraiment, on est le plus bienveillant possible. Et voilà, on essaie d'accompagner au mieux ces personnes-là. C'est difficile, certes, de recevoir ces histoires-là, je ne le démente pas. Et si c'est difficile, je préfère une personne qui dise là, ce que je reçois, c'est difficile. Toi, laisse-moi peut-être un jour, 2 jours, et puis le temps que je digère, et je reviens ensuite vers toi. Ou sinon, malheureusement, c'est trop dur pour moi. Je n'ai pas la force de t'écouter, mais par contre, je vais t'aider à trouver quelqu'un qui pourra t'écouter, etc. Les victimes, en fait, sont tellement abandonnées. Pour moi, on a tous une responsabilité à jouer. Et si notre rôle, à un moment donné, c'est d'accompagner une victime, et ça peut paraître anodin pour certains, mais en vrai, c'est vraiment que vous allez lui sauver la vie. Donc, les cultures du viol, on lui dit au revoir, ciao. On est bienveillant et surtout, on croit les personnes et on essaie d'être les plus à l'écoute possible. Merci Assia pour ta confiance. Merci pour ton témoignage. C'était très fort, très émouvant, très enrichissant. Merci pour toutes celles et ceux pour qui tu as pris la parole aujourd'hui. Merci à toi, Isha. Déjà, merci à toi de m'avoir permis de raconter tout ça. J'espère vraiment que... moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de tabou autour des violences sexuelles. On en parle, mais... pas que des violences sexuelles, je pense que peut-être que le fait d'avoir créé un tabou sur la sexualité, c'est aussi engendré le tabou sur les violences sexuelles. Mais j'ai vraiment envie que ce soit... qu'on en parle comme on parle de tout et n'importe quoi, en fait. Parce que la sexualité, c'est pas un gros mot. Si on est là, c'est que la sexualité est entre en jeu à un moment donné. Tout à fait. Donc, j'aimerais vraiment qu'on lève les tabous à ce niveau-là. Et surtout, ce dont je me rends compte, c'est qu'on a tous et tout autour de ça des victimes de violences sexuelles. On a beau... Des fois, c'est parce qu'on ne pose pas la question qu'on pense qu'il n'y a personne. Mais chers auditeurs, chères auditrices, autour de vous, essayez de mettre le sujet sur la table et ça va vous faire mal de voir... il y a combien de personnes autour de vous qui sont concernées, mais certes, ça fera mal, mais je pense que la prise de conscience, ça commence par là. D'aborder les sujets, et puis là, on peut vite être surpris de voir combien dans notre entourage on est touché. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci Aïcha. Et je te souhaite de très belles choses. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie, comme vous l'avez entendu, hors du commun. Alors si vous aussi vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Jigen sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt.